Michel Simon, bonsoir. Nous venons de voir un extrait de Barry Lyndon, un film qui est sorti en 1975 de Stanley Kubrick. C'est ce film avec Ryan O'Neal et Marisa Berenson, un des chefs-d'œuvre de Kubrick. Il est mort le 7 mars 1999 dans son manoir, dans la banlieue de Londres. Il avait 71 ans. Alors, 13 longs métrages, que ce soit Les Sentiers de la Gloire, 2001 l'Odyssée de l'espace, j'allais presque oublier Spartacus, mais je ne l'oublie pas, Orange Mécanique, Barry Lyndon, dont on vient de voir un extrait, Shining, il y a Full Metal Jacket, bien évidemment, et puis l'ultime, Eyes Wide Shut. On verra qu'il a un statut particulier même dans votre cœur et dans votre esprit. Alors on le trouve dans ce coffret qui est à la mesure de la démesure de Kubrick parce que c'est quand même 19 DVD, il y a un documentaire, il y a un livre de Kubrick. Enfin ça doit vous ravir, vous qui, Michel Simon, qui est un spécialiste de Kubrick. Vous êtes écrivain, universitaire, critique de cinéma, producteur à France Culture de projections privées, directeur de Positif qui va bientôt fêter ses 60 ans, c'est ça? Et vous vous consacrez justement un dossier à Stanley Kubrick. Alors vous êtes l'auteur de l'ouvrage critique de référence dans le monde entier, qui en est à sa 6e édition à l'occasion de l'exposition qui dure jusqu'au 31 juillet. Il est chez Kaman Levy, donc cette rétrospective à la Cinémathèque, on y envoie tout le monde. Et on a envie d'en savoir plus et on a envie que vous nous fassiez partager, Michel Simon, votre passion pour Stanley Kubrick face au miroir. On vous écoute parler de ce monstre. C'est pas un monstre du tout, mais en tout cas, c'est surtout quelqu'un dont la carrière est exceptionnelle parce que, effectivement, il a fait peu de films, 13, dont un qu'il a toujours renié, qui est son premier film, qu'il considérait amateur parce qu'il était très sévère envers lui-même. Il avait au départ une formation, il a été d'abord un batteur de jazz, il était aussi en même temps un photographe remarquable, un des meilleurs photographes à l'époque, il travaillait pour Look. Il a vendu sa première photo à 17 ans, donc un vendeur de journaux, le visage abattu. Roosevelt venait de mourir. Et pendant 5 ans, il a fait du photoreportage. Et puis aussi, il gagnait sa vie en jouant aux échecs, parce que ça a été toute sa vie un très grand joueur d'échecs. Son père qui l'a initié. Son père l'avait initié. Puis grâce aux échecs, pendant les tournages, il intimidait ses acteurs. Et il jouait et il gagnait toujours, évidemment. Ça lui permettait d'avoir de l'autorité sur ses comédiens. Alors quand est-ce qu'il passe à son premier long métrage? Alors, c'est le court-métrage d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, il fait un reportage sur un boxeur, Walter Cartier. Il l'a suivi dans sa préparation, son entraînement, etc. Et puis, ensuite, il a décidé de faire un film qui serait en cinéma, en mouvement, la même chose que son reportage. Et naturellement, son deuxième film, donc il a Le baiser du tueur, c'est l'histoire d'un boxeur qui est amoureux de sa voisine, qui est la maîtresse d'un directeur de dancing. C'est un film noir, avec une extraordinaire séquence où les deux hommes se battent à coups quasiment de hache dans un magasin de mannequins. Alors le premier, ça veut dire que même dans cette rétrospective, on ne le verra jamais. Il a racheté toutes les copies, je crois. Il y en avait très peu d'abord. C'est un film qui a été très peu sorti, qui a été très peu distribué. Fear and Desire, qu'il a refait 10 ans avant de mourir, c'était Full Metal Jacket. C'est le film qu'il a fait sur le Vietnam. Il a voulu réussir son film de guerre, totalement de guerre, parce que, en fait, tous les films de Kubrick parlent de la guerre, que ce soit la guerre conjugale ou la vraie guerre. Premier grand long métrage. Vous avez parlé de film noir, tout à l'heure, il faut parler aussi de L'Ultime Razzia. Alors, L'Ultime Razzia, c'est effectivement le film qu'il a tourné à Los Angeles, qui est son premier film vraiment très original, puisque c'est un hold-up sur un champ de course, et c'est vu par les 5 auteurs du hold-up, et on refait le parcours de chacun des 5 personnages. C'est le même hold-up vu par 5 personnes différentes. C'est un film très original qui a attiré l'attention de Kirk Douglas, et quand Kubrick lui a proposé de tourner Les Sentiers de la Gloire, Kirk Douglas a accepté en ayant vu ce film, et à ce moment-là, Les Sentiers de la Gloire l'a vraiment établi dans le monde entier comme un très grand cinéaste. Alors on va parler des Sentiers de la Gloire, mais il faut dire aussi qu'il avait ce besoin, cette envie de contrôle, et ça ne cadrait pas avec Hollywood, donc il est parti s'exiler en fait en Angleterre. Mais il y a une grande expérience qu'il a connue, c'est celle de Spartacus. Spartacus, il était au chômage, et finalement Kirk Douglas a licencié Anthony Mann après 8 jours de tournage de Spartacus. Et il a demandé à Kubrick de venir le remplacer.
Et Kubrick s'est rendu compte ce que c'était que de faire un film à Hollywood, c'est-à-dire un acteur qui était le producteur du film, qui n'arrêtait pas de vouloir le faire à sa guise, avec des comédiens très expérimentés comme Laurence Olivier, Charles Laughton, Peter Ustinov, qui le considéraient comme un gringalet parce qu'il avait 29 ans. Et donc le fait d'être à proximité du studio, avec un scénario qu'il n'avait pas écrit, alors qu'il avait écrit jusque-là tous ses films, et il écrira dorénavant tous ses films, il a vu que c'était pas ça là, comment il envisageait le cinéma, et donc il a décidé de partir pour l'Angleterre, de s'installer à Londres pour d'autres raisons aussi économiques, etc. Il a tourné Lolita à Londres, bien que le film se passe en Amérique, et toute sa vie il est resté à Londres, loin des studios, mais en même temps en utilisant des studios. Et la Warner ne se plaignait pas parce qu'il était bon en tout. Alors, je voudrais revenir quand même au Sentier de la Gloire, parce que c'est un film qui, en France, a résonné d'une manière bien évidemment douloureuse et particulière. C'est un film qui a été interdit pendant près de 15 ans, je crois. En fait, les Sentiers de la Gloire n'a pas été interdit. Les Sentiers de la Gloire, c'est plus complexe. Le gouvernement français était plus malin. Il ne voulait pas que ça fasse scandale en interdisant le film. Donc, ils ont conseillé aux artistes associés, qui étaient les producteurs et les distributeurs, de ne pas présenter le film à la censure. On leur a dit, écoutez, vous avez intérêt tout de même à pas le présenter, parce qu'on peut faire des contrôles fiscaux, on peut vous embêter, vous voyez. Donc, rendez-nous service, ne nous obligez pas à l'interdire, parce que de toute façon, il sera interdit. Et pour sauver la face, donc, le gouvernement français a obtenu, les artistes associés ont décidé de ne pas le sortir. Donc on allait le voir en Belgique, on allait le voir à Londres. 17 ans plus tard, il est sorti en France. Oui, parce qu'il faut dire, on est dans la guerre de 14, ce sont des insoumis, des gens qui refusent de monter au combat. C'est un sujet qui, en France, était compliqué. C'est des fusillades pour l'exemple, et comme en plus c'était la guerre d'Algérie, évidemment l'armée française était totalement hostile à la sortie du film. Alors, autre grand film dans la suite, celui dont vous avez envie de parler de Kubrick. Alors, écoutez, il y en a plusieurs. Mais le film peut-être qui m'a fait comprendre qu'on avait affaire à un génie, un homme qui ne faisait rien comme les autres, c'est Dr Folamour. Il y a ce Peter Sellers, c'est comme un acteur qui joue 3 rôles dans ce film qui est assez extraordinaire. Il devait en jouer 4. Il devait jouer le pilote de l'avion qui va se diriger vers l'URSS. Mais c'était pas seulement Peter Sellers, c'était aussi tous les comédiens, Sterling Hayden, George C. Scott, car Kubrick était un grand directeur d'acteurs et qui, contrairement à ce qu'on écrit, n'était pas du tout tyrannique. Évidemment, qui était maître de son film, qui le contrôlait, mais ses collaborateurs, aussi bien le décorateur que le monteur, que les comédiens pouvaient lui proposer des choses, et s'il les estimait meilleurs que ce qu'il avait imaginé, il l'acceptait. Alors, une révolution, c'est 2001 Odyssée de l'espace, avec un accueil critique qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Alors évidemment, le film a été très discuté, très attaqué, la presse française, la presse américaine, et toute sa vie, jusqu'à Eyes Wide Shut, Kubrick a été attaqué. Par contre, le public ne l'a jamais attaqué. C'est-à-dire que c'est un homme qui a tout de suite rassemblé les spectateurs. Tous ses films ont été vraiment des succès, parce que je crois que le public est plus libre dans sa tête, il n'a pas de catégorie, le public il va simplement voir des films, alors que les critiques, ils ont une idée d'un metteur en scène, et avec Kubrick, ils étaient tout le temps déroutés, parce que chaque film était totalement différent du film précédent. Alors je voudrais parler de Barry Lyndon, parce que c'est à l'occasion aussi de parler d'un projet avorté dont on rêve tous, c'est ce Napoléon Ier qu'aurait fait Kubrick s'il avait pu. Napoléon, c'était effectivement son grand projet, mais ça ne s'est pas fait parce que le budget était considérable. C'était l'époque où la Metro-Goldwyn-Mayer, qui devait produire le film, était en crise, et aussi parce qu'il y avait eu des films qui avaient échoué, comme le Waterloo de Bondarchuk, qui était fait peu avant. Donc finalement, il a renoncé au projet, mais je crois que c'était la plus grande douleur de sa carrière. Parce que Napoléon résumait un peu tous ses films, et que Barry Lyndon, je crois, d'une certaine façon, c'est le film qu'il a fait parce qu'il n'a pas pu faire Napoléon. C'est-à-dire qu'il rêvait d'un film en costume. Donc il y a eu chez lui une sorte de compensation, de reconstituer toute une époque, de faire un voyage dans le temps comme il avait fait un voyage dans l'espace. Ouais. Mais alors, ce qui est intéressant, et ça va nous permettre de parler de la dimension technique, c'est ce fameux objectif NASA qui a été utilisé pendant ce film et qui a permis les éclairages à la bougie de certaines scènes. Chaque film, pour lui, c'était une recherche technique et où il a inventé des choses. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il a inventé des maquettes absolument extraordinaires pour donner, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, le sentiment qu'on était vraiment dans l'espace. Quand il a tourné Barry Lyndon, effectivement, il a voulu avoir la vraie lumière du XVIIIe siècle, c'est-à-dire ne pas utiliser d'éclairage artificiel, ne pas utiliser de projecteurs, mais que toutes les scènes puissent être éclairées aux chandelles avec des objectifs Zeiss qu'il a empruntés
effectivement à la NASA pour avoir une ouverture possible qui permettait de filmer sans le recours à des éclairages artificiels. Quand il a tourné Shining, il a utilisé la Steadicam. Steady, ça veut dire stable, la caméra stable qui permet de faire des travelling absolument extraordinaires. Alors on va parler d'Orange Mécanique qui a été, c'est le mal absolu, ce qui lui a valu des menaces de mort. Il a eu des menaces de mort, il a retiré le film, mais en même temps, avec Orange Mécanique, on a dit que c'était un film très violent. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a très peu de violence véritable. C'est par exemple le viol dans Orange Mécanique, on ne le voit pas, mais il est horrible, parce qu'il nous fait très peur, parce qu'il est vu à travers les yeux de son mari, et on voit son mari qui a des yeux écarquillés, et on imagine ce qu'on est en train de faire à sa femme, mais on ne voit rien de fait à sa femme, alors qu'aujourd'hui, les viols, on monte une pénétration, on fait de la pornographie, et Kubrick n'a pas du tout besoin de cela pour, au contraire, par l'imagination, traumatiser le spectateur. Alors, on va terminer avec ce film ultime qui est Eyes Wide Shut. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a été accueilli, j'allais dire, difficilement par la critique. C'est moins qu'on puisse dire. Le Eyes Wide Shut a été accueilli de façon très perplexe par la critique, comme tous les films de Kubrick précédents, mais celui-là peut-être plus encore parce qu'il correspondait encore moins à l'image qu'on se faisait de Kubrick. C'est-à-dire c'est un film sur le couple, parce qu'on a dit que c'était un cinéma d'hommes, un cinéma viril, que les femmes n'ont pas beaucoup de rôle dans les films de Kubrick. Et bien voilà, dans ce dernier film, on voit une femme plus intelligente que son mari, plus forte que son mari, plus lucide que son mari, et qui lui dit à la fin, allez, on va baiser. Ce sera presque le mot de la fin, si on peut dire. En tout cas, moi, tout le monde doit lire de Michel Simon Kubrick, préface de Martin Scorsese chez Calman Levy, et d'aller bien sûr à la rétrospective de la Cinémathèque. Si on en a les moyens et la possibilité de s'offrir ces 19 DVD et cette intégrale monumentale de Kubrick. Merci beaucoup Michel Simon.